Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour encore cette nouvelle édition de ce lundi. Et tout de suite, voici les grands titres. Audience ce lundi au Parlement rwandais, Chambre des sénateurs. Le président du Sénat, Dr Kalinda François, a reçu l'ambassadeur d'Ukraine au Rwanda. Et célébration ce lundi de la journée internationale de la langue swahili. Le Rwanda a reconnu cette langue comme officielle en 2017. Nous allons y revenir, mais aussi en parlant de swahili à l'international, le Kenya, 35e anniversaire du Saba Saba. Haute tension à Nairobi, journée 7 juillet 2025 qui a été marquée par un important déploiement sécuritaire. Restez avec moi, Michel Iladoukounda, je vous reviens pour des détails. Bienvenue. Audience ce lundi au Parlement rwandais, Chambre des sénateurs. Le président du Sénat, Dr Kalinda François Zaxé, a reçu l'ambassadeur d'Ukraine au Rwanda, M. Vyacheslav Vitorovici, pour un entretien visant à renforcer les relations et la coopération entre les deux pays. Cet échange a porté sur la promotion de la coopération dans divers secteurs, notamment l'éducation, l'agriculture, le commerce et la technologie. Le président du Sénat, l'honorable Dr Kalinda François Zaxé, a salué cette visite qui vise à renforcer les relations et la coopération, soulignant qu'il s'agissait de la première visite d'un nouvel ambassadeur d'Ukraine au Sénat rwandais depuis sa prise de fonction. L'ambassadeur Vyacheslav a également salué les progrès réalisés par le Rwanda dans son développement, promettant une coopération solide fondée sur des intérêts communs et la construction d'une paix durable. Célébration ce lundi de la journée internationale de la langue swahili. Le Rwanda a reconnu cette langue comme officielle en 2017 et elle est enseignée dans les écoles secondaires du pays. Plus de précisions avec Patrick Nilidandi. La célébration de la journée internationale de la langue swahili est effective chaque 7 juillet. Des dirigeants évoluant dans différents secteurs, dans les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, se sont réunis à Kigali pour célébrer la journée internationale de la langue swahili. En date du 7 juillet, la langue swahili est célébrée et son rôle dans la culture et le développement, notamment dans la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies. La décision de désigner cette journée est venue de la 41e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 2021. En résumé, le 7 juillet est la journée mondiale du Swahili, reconnue par l'UNESCO pour mettre en avant cette langue et son importance culturelle et de développement. Le Swahili est la seule langue africaine pour laquelle l'UNESCO a désigné comme journée spéciale. Le recensement de la population et de l'habitat rwandais en 2022 a montré que 58 000 Rwandais de plus de 15 ans savent lire et écrire le Swahili. Afin de promouvoir le Swahili au Rwanda, le gouvernement l'a reconnu en 2017 comme 4e langue officielle après le Kinyarwanda, l'anglais et le français. Des réformes ont suivi concernant son enseignement dans le secondaire, où les élèves du secondaire général étudient désormais le swahili comme matière générale. Des producteurs de café et de thé, des négociants, des investisseurs dans la chaîne de valeur de ces cultures commerciales et divers acteurs d'Afrique et d'ailleurs se sont réunis au Rwanda afin de discuter des moyens d'améliorer la qualité et la quantité de ces deux produits. Pendant 2 jours, les acteurs de ce secteur vont donc approfondir davantage leur stratégie pour développer la production de café et de thé. L'Africa Coffee and Tea Expo
Expo 2025 qui a réuni 150 exposants de différentes variétés de thé et de café, a accueilli plus de 500 participants du monde entier impliqués dans la chaîne de valeur du café et du thé. Plus de 50 accords commerciaux ont été signés pour promouvoir les exportations vers les marchés internationaux du café et du thé. Cette conférence-exposition de 2 jours avait pour thème l'Afrique brasse pour la prospérité, préparation du café et du thé pour le développement. En parlant à présent de libération, les habitants de Gicumbi, en particulier ceux de Murindi et Gishamba-Shayo, où vivaient les Ingotagni lors de la libération du pays, affirment que leurs relations avec les Ingotagni ne sont jamais rompues. Après 31 ans après la libération du Rwanda, ces habitants se souviennent que les Ingotagni leur ont donné la vie et l'ont également aidé à se développer. Le district de Gicumbi est l'un de ceux qui ont une forte histoire de lutte pour la libération du pays. Le secteur de Kaniga est le lieu où a été construit le bâtiment où son Excellence le président de la République Paul Kagame a vécu pendant la lutte et où se trouve le bureau de FPR Ingotagni. Les Ingotagni qui ont vécu pendant la libération du pays, un vieil homme nommé Sensenumva Célestin qui vivait avec les Ingotagni se souvient encore de leur gentillesse. Les Ingotagni vivaient également à Gishamba-Shayo dans le secteur de Tchumba. Que diriez-vous aux habitants de Gishamba-Shayo? Quelles ont été les leçons qu'ils n'ont jamais oublié la promesse faite aux Ingotagni qui ont mis fin au génocide perpétré contre les Tutsis? Murindi est aujourd'hui le berceau de l'armée patriotique rwandaise. Récemment, le 4 juillet, l'équipe était revenue sur ce lieu de naissance et il y a eu un match qui a été disputé contre Gichuti, une équipe expérimentée de ce district. La maison où vivait l'ancien chef d'état-major, son excellent Paul Kagame, existe toujours et a été rénové. Un nouveau bâtiment sera construit pour mettre en valeur cette histoire sous forme d'exposition, de photos et de panneaux. Nzabonima Emmanuel, chef du district, maire du district de Gicumbi, a également remercié une fois de plus les Ingotagni au nom des personnes, différentes personnes. Le district de Gicumbi se reconstruit chaque jour. C'est la première ville du pays à être construite avec une route goudronnée reliant le nord et l'est. Des villages modèles et le projet Green Gicumbi au cours des derniers 6 ans. Les Ingotagni et les habitants de Gicumbi, ce sont les piliers de l'unité. Toujours en parlant de libération, le secrétaire général de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, s'est joint au Rwandais et du Rwanda pour célébrer la libération du Rwanda il y a de cela 31 ans. L'ambassadeur du Rwanda en France, Nkulikiyimfura François, a été à cette occasion a laissé entendre que le concept de Kwibohora ou encore libération pour les Rwandais ne signifie pas uniquement la libération de notre pays ni la fin du génocide perpétré contre les Tutsis, mais c'est encore une volonté collective de reconstruire un pays où chaque citoyen a sa place et où l'unité n'est pas un slogan, mais une réalité pour tous. Le 4 juillet, après 100 jours de ténèbres, 100 jours après l'abandon de la communauté internationale pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, qui a été arrêté non pas par les Nations Unies, ni par des grandes puissances, mais par les fils et filles de notre nation. Célébrer la libération est aussi s'incliner avec gratitude et humilité devant ceux qui ont libéré le Rwanda. Et nous leur devons également cette paix que nous chérissons tant, mais également la transformation du Rwanda que nous avons devant nous aujourd'hui, a martelé l'ambassadeur François Nkulikiyimfura. Audience ce lundi au Parlement, Chambre des députés des différentes organisations affiliées au ministère des Technologies et de l'Information ainsi que de la Communication. Cette invitation entre dans le cadre des prérogatives dévolues aux députés par la Constitution. Plus de précisions avec Patrick Niledati. Devant les membres de la commission parlementaire en charge des comptes publics et des finances, PAC en sigle et en anglais, le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication et l'Agence rwandaise des technologies, de l'Information et de la Communication, RISA en sigle et en anglais,
devrait apporter des éclaircissements sur le problème identifié dans le rapport 2024 de l'auditeur général des finances de l'État et de la gestion des fonds publics. Parmi les problèmes identifiés dans ce rapport figure une dette de plus de 3,5 milliards de francs rwandais pour les ordinateurs Positivo qui restent impayés. Les membres de la Commission des comptes publics et des finances, PAC, ont indiqué que cette dette était impayée depuis longtemps, alors que RISA en avait déjà réglé 3 millions de francs rwandais. Les responsables au sein de RISA ont indiqué que les retards de paiement de cette dette étaient dus à un problème budgétaire qui n'a pas été réglé à temps. Cependant, ce problème a été soumis au ministère des Finances et de la Planification économique afin de trouver des solutions pour que les investisseurs puissent être payés et que le problème identifié sur ces ordinateurs soit résolu. La RISA, l'Agence rwandaise de technologie de l'information et de la communication, a également été interrogée sur le problème des bâtiments de la maison de télécommunications, qui présente également des problèmes d'équipement, ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Le directeur général des RISA, Innocent Mohizi, a expliqué aux membres de la commission que ce problème était également dû à un manque de budget, mais que des solutions avaient déjà été trouvées et que des fonds avaient commencé à être débloqués. Concernant le projet de numérisation, la direction de la RISA a révélé que de nombreuses institutions gouvernementales disposaient d'infrastructures informatiques obsolètes et d'ordinateurs trop lents. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et surtout, ne quittez pas.